Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de l'épisode du podcast du vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami Youssef. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Fait que Youssef, comment j'aime bien au moins commencer les épisodes pour nous mettre dans le bain de savoir un peu t'es qui, t'es quoi, qu'est-ce qui t'a donné envie avant tout de dire je veux être un entrepreneur? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est super Plaisir. apprécié. C'est apprécié. Mon début dans l'entrepreneuriat, ça part de super loin, là, je pense. J'ai toujours été une personne qui avait de la misère avec, comme, par exemple, du 9 à 5 ou, tu sais, de rentrer dans une routine vraiment comme structurée, puis tout. J'ai toujours aimé comme être libre, pas juste financièrement, mais juste avoir du temps pour, selon moi, travailler, c'est un moment que tu es censé aimer faire. Donc, dans la vie, je me suis toujours dit que ça servait à rien que je m'oblige à travailler à des moments où je n'avais pas envie de travailler. Donc, pour commencer, c'est ma vision un petit peu. Puis, l'entrepreneuriat aussi, ça part depuis très, très jeune, là. Si je te donne une petite anecdote, là, vite, vite, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'école, puis, tu sais, moi, je jouais au soccer au niveau, puis on avait des pratiques après l'école. C'est vraiment drôle, là. Moi, j'avais un dépanneur en face de l'école qui fermait comme 4 heures après l'école. Puis j'achetais des bonbons le matin quand c'était ouvert. Puis je Hmm. savais que le soir, ça allait être fermé, puis qu'après les pratiques de basket, soccer, tout sport confondu, ils allaient sortir de là, ils allaient avoir faim, ils vont vouloir des bonbons, des trucs de même. So, moi, j'en achetais vraiment, là. Ma mère me donnait 5 piastres par jour pour dîner à l'école, mais je gardais dans les 2, 3 journées par semaine, je me gardais comme 10, 15 piastres, je mangeais pas à midi. Je m'achetais des bonbons le matin, puis là, le soir, j'en revendais toutes comme au double du prix. Tout le monde achetait toutes. Puis je me retrouvais avec genre 100 piastres à la fin de la semaine. Puis je pense que ça part de là, l'entrepreneuriat. J'ai comme vite, vite compris, là, plus jeune, que tu peux acheter des choses puis les revendre puis faire plus d'argent là-dessus. Puis c'est un petit peu ça On, aussi, on ça parle vient de de là. quel âge environ pour 16 ans, 17, 16, peut-être même un petit peu plus jeune, là. J'allais à l'école secondaire, je pense que c'était genre entre 14 et 16 là, maximum. Donc à cet âge-là, j'étais déjà un petit peu réveillé par rapport à ça. Ouais, puis j'aime ça que tu partages ça parce que souvent, quand on lit Ouais. un peu des histoires d'entrepreneurs ou X, que ce soit Luc Poirier ou Gary Vee, peu importe, ça part Ouais, aussi de ce concept-là, un peu de l'effet de levier, de dire, regarde, ouais, même Alex Hormozy, lui, il avait dit de l'expression là, en anglais, là, trouve un starving crowd. Puis ça, c'est ouais, littéralement ce que tu as fait. Des gens qui exact. avaient faim, mais qui avaient comme pas d'option rapide. Fait que Youssef était là à les attendre, de dire, vous allez prendre Exactement. le produit. C'est exactement ça. J'ai vite, vite compris, là, puis je me suis dit, si c'est possible de faire ça actuellement, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard pour faire la même chose, mais à l'échelle vraiment, à une plus grosse échelle, je veux dire. Donc, je pense que ça part de là. Puis moi, je pars pas d'une famille d'entrepreneurs du tout, là. Mes parents, c'est des salariés. On est arrivés super jeunes. Ben, ils sont arrivés jeunes ici dans les années 90. Ils sont arrivés 90, 95. Moi, je suis né en Algérie, mais j'ai grandi ici au Québec. Je devais avoir 2 ans et demi, 3 ans là, quand je suis arrivé ici. Donc, toute ma vie, c'était ici. Mes parents ont travaillé toute leur vie. Pas vraiment d'entreprise non plus. Donc, c'est ça, je pense que je l'ai comme débloqué ou bâti moi-même à travers le temps. Donc, c'est ça. Puis c'est ça, déjà à 15 ans, tu avais compris vraiment c'était quoi être Ouais. entrepreneur. Puis tu sais, à partir de là, un peu, tu sais, niveau école secondaire, après ça, tu sais, on s'enligne, est-ce que tu as été au cégep? Parce que dans ce temps-là, tu avais déjà le thinking de je veux me partir une business ou tu t'es dit, regarde, je comprends la game, mais en attendant, je veux peut-être de quoi qui est plus sécure. Ben, dans le fond, j'ai compris l'effet de levier, mais j'étais pas tout de suite, vu que j'avais pas d'entrepreneur dans la famille, j'avais pas vraiment d'exemple. J'avais pas comme d'idée de comme partir une business ou, tu sais, je continuais à aller à l'école. J'étais allé au cégep. J'ai pas continué longtemps au cégep, par contre, là. J'ai fait une session et demie. Ma code R était défoncée. J'étais pas capable de comme rester dans une classe, rester concentré. J'avais Mm. toujours des idées, je devais bouger. Tu sais, j'étais un sportif aussi, j'étais un athlète. Donc, j'avais pas encore compris ce que je voulais réellement à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à travailler, j'ai embarqué sur le marché du travail, j'ai fait des petits jobs à droite, à gauche, j'ai travaillé au Foot Locker, j'ai travaillé chez Guess dans le temps. Tu sais, c'est là où est-ce que j'ai compris un peu la structure du 9 à 5, puis c'est là que j'ai compris aussi que j'étais pas capable de rester encadré trop longtemps dans le même environnement. J'étais pas capable de suivre une routine.
Puis c'est vraiment à l'âge de... j'ai pas été à l'université. Par la suite, j'ai fait un diplôme, ça s'appelle un FIT, un diplôme FIT chez Ataraxia. C'est un diplôme d'entraîneur privé. Là, c'était vraiment la base parce que tu sais, j'étais dans le monde du sport, puis je me suis dit, je me vois pas faire autre chose là, que rester dans le sport. Euh, Par la suite, j'ai commencé à avoir quelques clients, j'ai commencé à structurer, à bâtir moi-même mes propres horaires. J'ai commencé à aimer ça, avoir des clients, aller chercher des clients, du petit marketing à droite, à gauche. J'ai commencé à me forger tranquillement à travers cette affaire-là. Puis par la suite, j'ai bâti ma première, ben j'ai pas bâti vraiment ma première entreprise. J'ai acheté une franchise de nettoyage. C'était du résidentiel puis du commercial. Puis c'est là où est-ce que je suis vraiment parti dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai commencé à avoir des clients, à avoir des soumissions, à aller chercher des clients, avoir des employés. Puis je pense que c'est vraiment de même que ça a commencé. Puis j'y ai pris goût là, à travers les années. J'ai comme aimé ça. J'ai aimé le fait d'être surtout libre. Non seulement, comme je disais tantôt, non seulement financièrement, mais j'avais du temps. Le moment où est-ce que moi, j'avais pas envie de travailler, tu sais, j'allais au gym, je faisais ce que j'aimais. Puis le moment où est-ce que j'avais envie de travailler, ben, je travaillais. Donc, c'est ça que je recherchais un peu là, à travers l'entrepreneuriat. Puis là, c'est-tu un petit peu, justement, tu m'as dit que tu as été au cégep, on a fait une session, puis ça n'a pas donné. Là, l'opportunité, c'est ça, d'avoir comme un peu sa franchise dans un sens. Ouais. Comme... Fait que là, ça a-tu été justement, comme tu dis, la vraie première expérience. Puis là, tu t'es dit, garde, c'est fait pour moi, comme c'est sûr que je pousse dans un domaine qui est dans l'entrepreneuriat. Ouais, exact. C'est là où est-ce que ça a comme tout allumé les lumières dans ma tête, là. J'étais comme, c'est ça que je veux. Je veux continuer à être maître de mon temps, décider quand je veux travailler. Tu sais, quand je veux faire de l'argent, je le fais. Quand j'ai pas envie de faire de l'argent, je le fais pas. Tu sais, juste avoir une bonne structure puis continuer. Parce que je pense que si tu vas, par exemple, si tu travailles pour quelqu'un du 9 à 5 ou du 8 à 4, là, peu importe, à un moment donné, la motivation est pas toujours là. Puis là, je me dis, ben, si tu travailles pour toi-même, ben, tu vas avoir les fruits de tes efforts. Parce que tu as beau travailler plus fort chez quelqu'un, tu vas pas être nécessairement payé plus cher. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça, je l'ai compris aussi. Puis, c'est à ce moment-là où est-ce que je me suis dit, ouais, moi, je m'enligne là-dessus, là. Puis là, justement, si on se remet en perspective, là, tu sais, niveau franchise, on parle-tu de début, vingtaine environ, puis à partir de là, tu sais, qu'est-ce qui a été les next steps, là? Ben, dans le fond, c'est juste après que je me suis marié. Je me suis marié vers 24, 25 ans avec Nour, qui est justement ma partenaire aujourd'hui. On en parlera plus tard, là. Euh, Puis c'est à partir de ce moment-là où est-ce que j'ai parti ben, j'ai acheté la franchise. Je devais avoir 25 ans. Puis à partir de ce moment-là, là aujourd'hui, j'en ai 32. Donc c'est à partir de ce moment-là, j'ai eu ma franchise pendant environ 3 ans. Le COVID a frappé. Malheureusement, c'est devenu vraiment plus difficile durant le COVID, là, les bureaux, parce que moi, je faisais plus d'argent avec les bureaux, dans le fond. Je faisais du commercial puis du résidentiel. Ben, tu sais, maintenant, à partir du moment où ce que le COVID a frappé, ben, les gens restaient chez eux, ils n'allaient plus au travail. Donc, les propriétaires de bureaux puis de locaux commerciaux, ben, ils n'avaient plus besoin vraiment de nettoyage. Puis c'est là où est-ce que malheureusement, j'ai dû mettre la clé en dessous de la porte. Non, mais je pense que ça a été un moment, puis comme tu dis, ton domaine était impacté à Ouais, 110 que ce soit ouais, résidentiel, commercial. Tu sais, je pense que d'essayer de se tourner devient excessivement difficile. Puis là, à partir ouais, de là, tu sais, je suis curieux aussi de tu sais, ton thinking à ce moment-là, si tu dis, tu sais, ah, pourquoi que ça m'arrive aussi, ou tu étais plus de dire, regarde, c'est un signe qu'il y a autre chose qui me vient, comme je sais pas si tu peux nous remettre ou tu te rappelles du moins comment est-ce ouais. qu'étaient ces moments-là. Ben, je suis quand même je réagis très bien au stress en général dans la vie, puis je suis une personne très optimiste. J'aime beaucoup les défis. Je sais pas si ça part du fait que j'ai fait beaucoup de sport d'équipe plus jeune. Ça a comme développé un mindset un petit peu plus quelqu'un qui aimait les défis, qui aimait résoudre les problèmes. J'étais un petit peu plus, je dirais pas leader, mais j'étais un petit peu plus let's go, ça marche pas, on passe à autre chose. Let's go. Puis ça, je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé là, à travers ça. À ce moment-là, je me dis, OK, le ménage, ça marche plus. J'ai plus de clients, j'ai tout perdu mes clients. J'ai plus de soumission. On explore autre chose. Let's go. J'ai vendu ma franchise. Je l'ai vendue à perte, là. J'ai même pas fait d'argent là-dessus, là. Malheureusement. J'ai pris de l'expérience, mais j'ai pas pris d'argent derrière. Euh, mais c'est ça. Je me suis dit, let's go. On vend ça. Puis
on explore qu'est-ce qu'il y a d'autre. Là, j'allais devant mon ordi. C'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé aussi de faire un cours. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai acheté ma franchise, j'avais aucune expérience dans l'entrepreneuriat. Je savais pas comment gérer des clients, je savais rien faire. Je savais même pas écoute, c'est comme si tu prenais un enfant là puis tu le jetais dans la mer, là. Je savais absolument rien du tout. J'apprenais sur le tas. Comment gérer des employés, comment gérer des clients, comment faire des soumissions, la taxe, l'enregistrement, c'est tout, là. Je savais absolument rien du tout, là. J'allais sur Google dans ce temps-là. Puis là, c'est là que ma femme m'a comme dit, OK, Youssef, fais comme un cours ça s'appelait, dans le temps, ça s'appelait lancement d'entreprise. Ça se faisait au cégep. C'était un cours vraiment très, très condensé sur 3, 4 mois. Puis ça t'apprenait vraiment les bases, comment bâtir une entreprise, puis tout. Puis là, j'ai comme fait ce cours-là, ça m'a donné de meilleures bases. Puis à partir de là, ben, j'avais plus de bagages, disons, on pourrait dire, pour aller chercher d'autres choses ailleurs. Donc là, j'ai su comment aller chercher les bonnes entreprises, comment faire des études de marché, comment bâtir une entreprise, comment s'enregistrer, comment faire ses taxes, contacter les bonnes personnes. Puis c'est ça. Fait qu'un peu, si on se remet dans le time frame, c'est qu'en 2020, malheureusement, la compagnie de service, je veux dire, on est pris, Oui, on peut pas aller chez les gens, on peut pas aller dans les oui, commerces. De là, exact. le conseil de ta femme a été de dire, gars, Youssef, c'est le temps de faire un pas de recul, de dire, regarde, on s'est lancé, sachant absolument rien. Prenons le temps de solidifier la fondation, puis Ouais, après, on se remet à la recherche d'opportunités. Là. exactement. Exact. Fait que là, c'est ça. Là, tu fais le cours, le 3, 4 mois passent. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on veut relancer une compagnie de service? Est-ce qu'on explore les autres opportunités? Comment est-ce qu'on s'attaque à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exploré un peu, j'ai fait des études de marché, voir c'était quoi à ce moment-là, durant la COVID, c'était quoi qui marchait le mieux, c'était quoi qui se vendait le mieux. Puis ce qui revenait le plus, c'était vraiment business en ligne. Business en ligne. Tu sais, les gens restaient chez eux, commandaient en ligne. Je pense que c'est à ce moment-là qu'aussi que Amazon a comme explosé à cause que les gens étaient chez eux, puis j'ai juste commandé. Donc, j'avais une idée, je m'enlignais un petit peu vers business en ligne, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc, je regardais, moi, le monde de l'entraînement m'intéressait, le monde du sport m'intéressait, je voulais peut-être vendre du matériel sportif. Je regardais aussi pour peut-être des suppléments alimentaires. Mais tu sais, j'avais aucune expérience là-dedans, j'avais pas vraiment de personnes autour de moi qui pouvaient m'aider aussi à travers ça. Donc malheureusement, j'ai comme pas sombré, mais je suis comme parti du côté de la crypto un peu. Un petit peu les trucs de tout ce qui est crypto-monnaie, genre les stocks, Mm. j'ai commencé à apprendre à utiliser ça, j'ai commencé à comme investir un petit peu à travers ça. J'ai eu une mauvaise expérience aussi, là. Je me suis fait scammer à un moment donné là, pour un gros montant, malheureusement. C'est ça. Donc, quand je me suis fait scam, je me suis dit, OK, j'arrête. Puis à ce moment-là, c'était vraiment la COVID commençait à finir. C'était rendu OK. vers la fin de la COVID. Les gens commençaient à ressortir, tout commençait à rouvrir, puis tout. Puis là, j'ai commencé à mettre plus d'énergie. Je suis revenu vers le domaine de l'entraînement. Donc, je suis parti sur les réseaux sociaux, je me suis bâti une page, j'entraînais des clients, j'ai commencé quand même à avoir beaucoup de clients. Je louais un gym pas loin de chez nous, tu sais, un gym que tu pouvais louer à l'heure, puis tu sais, charger les clients, je les amenais dans le gym, puis ainsi de suite. Puis à ce moment-là, ben, ma femme est tombée enceinte. On a une magnifique petite fille, puis comme j'ai tout mis sur pause. Mm. Je mettais tout sur pause. On avait un petit peu d'argent de côté. Puis ma femme, à ce moment-là, elle étudiait aussi. Puis elle a été chanceuse parce qu'elle pouvait étudier pendant qu'elle était enceinte à travers en Teams à la maison. Donc, elle continuait ses études. Puis moi, je m'occupais un petit peu plus de ma fille. Puis c'est ça, on a tout mis sur pause. On avait un petit peu d'argent de côté. Donc, dans ce temps-là aussi, notre loyer n'était pas trop cher. Donc, j'ai comme vraiment mis ma vie sur pause pendant 1 an et demi, presque 2 ans, parce que ma femme étudiait, donc on a tout sacrifié pour elle, là. OK. Puis à ce C'est moment-là, ça. est-ce que tu étais toujours un peu dans le mode exploration d'entreprise ou tu sais, vraiment, garde, je me focus sur ma fille, puis Ouais. une fois que tu sais,
ma conjointe aussi redevient plus autonome, on se relance dans le bain. Ben, dans le fond, c'est ça. J'ai tout mis sur pause. Tu sais, j'avais quand même un œil sur ce qui se passait. J'explorais quand j'avais le temps, mais j'étais vraiment déconnecté à ce moment-là. Je voulais vraiment que ma femme finisse ses études. By the way, elle a eu un bac en sciences infirmières, donc aujourd'hui, elle est infirmière clinicienne. Donc, je me suis dit, ça vaut la peine d'attendre qu'elle finisse son bac, Mhm. puis par la suite, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, OK. c'était ça le mindset à ce moment-là. OK, parfait. Puis là, on se relance. Youssef, tu sais, il est prêt là, à se relancer dans un projet, tu sais, Ouais. vers où on s'attaque. Est-ce que là, justement, tu nous as dit l'idée d'avoir un style de e-commerce, je présume qu'il est toujours présent, mais tu ne sais Ouais. peut-être pas encore comme, vers où te lancer, là. Exactement. Donc, c'est ça. Quand ma femme a fini ses études, on a décidé de voyager, puisqu'on n'avait pas voyagé depuis la COVID. On s'était dit, OK, on n'a pas voyagé, fini ses études, c'est le temps de comme relaxer un peu, relâcher la pression. Elle en avait besoin aussi. Donc, on s'est dit, OK, on va aller au Japon. Moi, j'aimais beaucoup le Japon. Moi, j'étais un gars qui aime les animes à la base. Je pense que tu le sais, là, tu le sais. C'est ça, j'aimais beaucoup les animes, tout ce qui, depuis tout petit, là, j'écoute des animes. La culture japonaise, ça me passionnait là, depuis très longtemps, tout ce qui est samouraï et tout. Là, on s'est dit, tu sais quoi, on va au Japon. On est allé quelques mois au Japon, on est quand même resté longtemps. On s'est dit, on va se prendre des grosses vacances, on va rester là longtemps. Donc, on est allé au Japon. Euh, Super magnifique là, le voyage pour vrai. Puis c'est là-bas qu'on a découvert le matcha. Hmm. Ma femme ne buvait pas de café. Puis durant ses études, c'était vraiment difficile pour elle de se garder comme éveillée. Elle avait besoin d'énergie, elle avait besoin de quelque chose qui la poussait un peu. Puis malheureusement, la caféine du café, ben, ça la faisait palpiter. Ça donnait tu sais, le cœur qui lève, palpitations, anxiété, tout ça. Puis au Japon, on a découvert le matcha, puis on a vu que c'était une source d'énergie aussi, mais ça donnait pas toutes les bad effects du café. Donc, il y avait pas toutes les palpitations. Tu sais, ça gardait une énergie vraiment focus, puis ça donnait pas les gros pics de caféine, puis les downs, les crashs par la suite. Puis là, on commençait à comme consommer du matcha de jour en jour. Là. T'es comme, bon, c'est trop bon cette affaire-là. Non, non, non. Puis là, on en a pris comme une grosse quantité avec nous quand on est revenu du Japon. Puis on commençait à le faire découvrir aux gens alentour de nous. Mes parents, quand ils venaient à la maison, ils goûtaient. Puis là, j'étais comme, maman, check ça, on a acheté du matcha, c'est du thé. C'est vraiment bon. Toi, t'aimes le thé, c'est ça. Non, non, non. Mes amis aussi, ils venaient, on leur faisait des matchas. Puis le truc, c'est que quand on leur donnait du matcha, quand ils revenaient à la maison, ils en redemandaient. Hmm. Donc, ils redemandaient du matcha. Puis à un moment donné, j'ai eu un call d'un de mes amis. C'est comme, Youssef, t'as-tu encore du matcha? Je suis comme, ouais, ouais, j'ai ma consommation personnelle. Puis tout. Il est comme, OK, ben, tu sais quoi, j'en veux. Puis, tu sais quoi, juste comme, pour pas t'enlever ta consommation personnelle, est-ce que ça te dérangerait de m'en vendre? Là, je suis comme, tu veux m'acheter du matcha? OK. Là, je suis comme, OK. Puis là, il m'en a acheté une quantité. Puis là, j'ai un autre ami, non, une amie de ma femme qui a décidé de nous en acheter aussi. Puis après, j'ai eu mes parents aussi qui voulaient en acheter. Là, je suis comme, OK, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis le truc, c'est qu'après, j'ai étudié un petit peu le marché à ce moment-là. Ça a comme allumé une lumière en dedans de moi. Puis je suis comme, on va explorer le marché pour voir qu'est-ce qu'il y a disponible sur le marché québécois en ce moment actuellement. Puis j'ai vu que le matcha était vraiment pas populaire, qu'il y avait comme une compagnie ou deux, je pense, qui vendait du matcha à ce moment-là, mais que c'était pas du tout connu. Là, j'ai dit à ma femme, tu sais quoi, je pense qu'on l'a, là. Je pense qu'on va partir une boutique en ligne, puis on va se partir une brand de matcha, puis on va importer du matcha du Japon. J'ai dit, t'es-tu down qu'on retourne au Japon, qu'on fasse le tour du Japon, puis qu'on aille chercher des producteurs qui voudraient travailler avec nous pour pouvoir importer des grosses quantités ici au Québec. Là, elle est comme, ben ouais, let's go. Wow. Puis c'est ça. À ce moment-là, c'était vraiment ça le déclic, là. OK, fait que c'est vraiment, tu sais, je pense qu'il y a quelques histoires, là, l'idée ne me vient pas en tête, là, mais tu sais, on va vraiment dans un autre pays, puis je pense que c'est là aussi qu'on réalise qu'on n'a pas, parce que c'est difficile de vouloir créer un produit quand Ouais. le produit n'est pas local, c'est pas commun Mhm. non plus. Fait Ouais. qu'énormément, je pense, de compagnies naissent un peu de cette idée-là. Puis là, par moi aussi, là, je suis quand même curieux de savoir, là, on retourne au Japon. Ouais. Là, il y a quand même, tu sais, j'essaie d'apprendre le japonais, puis c'est excessivement difficile comme langage. Fait que là,
comment est-ce qu'on fonctionne? Est-ce qu'on a un traducteur? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec l'anglais? Quel a été le process d'y retourner aussi? OK, ben, au moment où on a décidé de retourner, on n'est pas parti directement. On a décidé de comme vérifier ou essayer de trouver en ligne des producteurs à contacter qui allaient être quand même ouverts à nous Hmm. recevoir, puis à vouloir travailler avec nous. Puis là, tu sais, on envoyait des centaines de courriels. Tout le temps, là, je te dirais, je recevais des réponses de genre une à deux. Là. Puis c'était même pas pour nous accueillir, c'était pour nous dire que c'était pas disponible à la vente en gros pour les personnes de l'extérieur. Je suis comme, ben, c'est pas vrai, là. Puis moi, moi, je suis une personne qui lâche pas, tu sais. Je suis une personne que quand ça marche pas, ben, j'ai toujours eu l'idée de ça va marcher tant que j'abonne. Il faut pas que j'abandonne. Tu sais, j'abandonnerai pas. C'est un défi pour moi. J'adore les défis. Puis il faut vraiment que j'aille au bout de mon idée pour voir si ça marche réellement ou non. Là, j'ai dit à ma femme, let's go. De toute façon, ça va être un beau voyage. On connaît déjà le Japon. On adore le Japon. Tout est vraiment nice. Au pire, ce sera des expériences, puis that's it. Être comme, tu sais quoi, ouais, t'as raison, let's go. Là, on est allé au Japon, puis malheureusement, on a pris un gros mur, là. C'est fou, là, on a frappé un mur, là, vraiment. Le barrière de la langue, là, t'en parlais. Le barrière de la langue est juste incroyable au Japon, là. T'es traité différemment si tu parles pas japonais. Hmm. Euh, Pas juste le fait d'être traité différemment, les gens ne te parlent, sont même pas ouverts à discuter avec toi si tu parles pas japonais. Donc, on a décidé d'apprendre un petit peu le japonais. Là, on se débrouille aujourd'hui, on est rendu vraiment bon, mais c'est pour dire que le barrière de la langue, c'est vraiment ce qui a fait toute la différence. Puis, par la suite, ben, on a été chanceux, on a trouvé un producteur qui avait un de ses employés qui était français, puis qu'il l'avait rencontré en France, ça fait 10 ans, parce que lui, il y avait le directeur de la ferme, il était parti en échange en France pendant environ 5 ans. Donc, il maîtrisait un peu le français. Hmm. Donc, ça nous a vraiment, vraiment aidé à comme développer une relation avec eux. Puis finalement, aujourd'hui, c'est rendu notre famille, là, quasiment, là. Wow. Mais ça nous a vraiment ouvert des portes. Puis aujourd'hui, ben, vu qu'on a un bon contact avec le Japon, là, on est capable d'aller chercher des producteurs dans plusieurs zones dans le Japon. Donc, pour répondre à ta question, ben oui, ça a été super difficile avec la langue. Fait que ça a été aussi, là, je veux dire, pas de chance, mais comme le fait de tout le temps travailler puis de ne pas lâcher a permis d'avoir, entre parenthèses, cette chance-là aussi de trouver quelqu'un qui avait de Exact. la facilité avec cette barrière de langue. Là. Exact. Je dirais que c'est même pas de la chance, juste que c'est de l'acharnement, c'est tout. Hmm. C'est plus tu mets de chance de ton côté, plus tu vas chercher des producteurs, plus tu vas avoir de chances de trouver un producteur. Puis c'est pour ça que on ne s'est pas limité. On ne s'est pas dit, OK, on va avoir 5 producteurs, puis on arrête là. Si ça ne marche pas les 5, on arrête là. Non, je savais pas que je savais que 5, ça allait pas marcher. Je savais que peut-être 10, ça allait pas marcher, que peut-être 20, ça allait pas marcher. On a fait une cinquantaine de producteurs, puis c'est à partir de comme 50 producteurs qu'on a finalement trouvé un producteur qui nous a par la suite ouvert des portes sur les autres producteurs. Hmm. Je comprends. Non, mais Donc, c'est très bien dit. L'acharnement permet de créer sa propre chance. exactement, exactement. Puis à partir de là, puis je suis juste curieux, là, peut-être but, tu sais, juste connaissance personnelle ou même pour l'audience aussi, tu sais, le match-up, Ouais. pourquoi pas les États-Unis, pourquoi pas l'Europe? Est-ce que c'est juste qu'il n'y en a pas en production ou c'est juste pour avoir de la vraie qualité, on s'en va chercher à la source? Exactement. Nous, notre but, nos valeurs, ce qu'on voulait, c'était comme avoir un matcha de qualité. On voulait amener le meilleur matcha sur le marché, canadien et québécois. Puis on s'est dit, tant qu'à amener du matcha, on va trouver le meilleur matcha du monde. Donc, on s'est dit aussi que on pouvait aller aux États-Unis, on pouvait, tu sais, aller plus dans l'Ouest canadien, on pouvait comme aller en Europe, mais ça allait nous faire perdre un peu de la qualité, puis tu n'allais pas avoir nécessairement un contrôle sur la qualité de tes produits. Et puis, à grande échelle, si tu vises un marché comme celui des États-Unis, il va falloir que, tu sais, parce que vu que le matcha, c'est un matcha de qualité, tu ne peux pas en avoir à des quantités limitées, là. Donc, c'est à des plus petites quantités. Puis, si on voulait aller chercher plus de quantité, malheureusement, il va falloir comme payer un peu sur la qualité des produits. Je Donc, comprends. on s'est dit qu'on allait rester petit, mais bon. C'était un peu notre vision, là. Mais je pense que c'est ça, c'est de mettre
une vision claire, puis une Ouais, mission aussi pour la compagnie. C'est ce qui exact, permet de se différencier, de ne pas juste dire on est une compagnie de matcha, point. Tu sais, on se exact. différencie à cause que notre mission, c'est X, Y, Z. Ouais, c'est ça. Là, parle-moi un petit peu aussi là, de parcours. On trouve là, le producteur manufacturier Japon. Là aussi, je ne sais pas c'est quoi le time frame, mais je sais aussi que tu as fait une apparition au Dragon. Fait que, Ouais. est-ce que tu sais, le Japon a propulsé la création, puis après ça, on s'enligne? Tu sais, comment est-ce que quel était le time frame du moins là, à cette époque-là? Ben, à ce moment-là qu'on a trouvé notre producteur, on a commencé à importer des quantités vraiment pas énormes là, parce qu'on commençait. On avait à peine parti notre compagnie, tu sais, notre site web. Puis notre site web, ça a pris du temps parce que j'ai embauché personne. Là. On n'avait pas beaucoup de sous pour, tu sais, pour embaucher des personnes. Si tu connais un peu la réalité, là. J'ai décidé d'aller sur YouTube, regarder des vidéos, comment bâtir son propre site Internet, apprendre comment faire un petit peu du marketing, des ads, etc. Donc, on commençait vraiment. Puis, on vendait dans des petits marchés de Noël de la région. Là. Nous, on habitait à Autoburn Park, là, dans le coin de Mont-Saint-Hilaire. Puis, on faisait un petit peu les petits marchés locaux, puis on commençait à se faire découvrir, puis tout. Puis, un jour, tu sais, la première année, là, on avait fait quoi? On avait fait entre 30 et 50 000 $ de vente. Là. C'est absolument rien du tout. Là. Et beaucoup de sous aussi investis à la base là-dessus. Puis c'est ça, j'avais vu un post passer là, sur Instagram des dragons, inscription dans l'œil du dragon. J'avais déjà entendu parler de l'émission. Je connaissais pas, pour être honnête avec toi, je connaissais pas vraiment l'émission beaucoup. J'étais vraiment dans ce temps-là, on travaillait vraiment fort sur le matcha. On n'avait pas le temps d'écouter la télé, YouTube, tout ça. Mm. Euh, Là, j'ai vu, là, j'étais allé chercher c'est quoi dans l'œil du dragon. J'ai regardé, là, je suis comme, on est peut-être trop petit pour l'œil du dragon. Là. Quand on vient de commencer, puis, tu sais, ils nous prendront jamais. Là, j'ai continué à swipe sur les réseaux. Puis il y a comme une petite voix dans ma tête qui me dit, je suis passé par trois étapes. Là. Je suis passé, première étape, la question que je me suis posée, c'est est-ce que l'inscription est gratuite? Là, je me suis dit oui. Là, j'ai continué. La deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il demande un minimum de chiffre d'affaires? Là, je suis comme non. Donc, c'est pas grave. Puis là, la troisième question que je me suis posée, c'est t'as-tu les gosses de le faire? Là, je me suis dit oui. Et naturellement, je me suis dit oui, let's go. Là, je suis comme OK, je viens de répondre à trois questions dans ma tête. Why not? Là, j'ai ouvert le formulaire d'inscription, je me suis inscrit. J'avais aucune idée là, de combien je voulais. J'avais aucune idée. J'en ai même pas parlé à Nour, qui est ma partenaire. Là. Je lui ai même pas dit quand je me suis inscrit. Je me suis inscrit comme vraiment aléatoirement. J'ai répondu à des questions stupides dans ma tête. Puis là, je me suis dit, OK, ben, on va dire que j'ai besoin de 50, puis 50 000, puis combien tu vas donner? Là, je suis comme moi, je vais donner 5%. Tu sais, c'était vraiment des chiffres vraiment aléatoires. Là. Je me suis dit, rien à perdre. Là, tu sais. Là, je me suis inscrit, puis là, j'ai reçu un formulaire, je pense que c'est une réponse automatique qui disait vous êtes bel et bien inscrit, on a reçu votre formulaire. Si votre candidature est retenue, on vous recontacte dans les 1 à 2 semaines. OK. Là, je suis comme OK, fair. Là, j'ai mis ça dans un coin de ma tête, puis je suis comme, j'en ai même pas parlé à Nour, là, je suis comme, ils vont jamais me rappeler, là, ça me s'en fout, là. Et à ce moment-là, je pense 2 heures après, j'ai reçu une réponse. Là, je suis comme, mais non, c'est un formulaire automatique encore. Ça me dit 1 à 2 semaines. C'est impossible qu'ils me recontactent dans la même journée. Puis là, ça me disait dans le deuxième courriel, ça me disait votre candidature a été retenue. Veuillez remplir le deuxième formulaire pour la prochaine étape. Là, je suis comme, tellement j'y croyais pas, là, je suis comme dans ma tête, c'est un deuxième formulaire automatique. Ouais. Ça vient, ça vient juste confirmer comme quoi je me suis inscrit puis que peut-être c'est intéressant. Tu sais. Mhm. Là, j'ai rempli le deuxième formulaire puis je l'ai complètement oublié. OK. 3 jours après, je pense, ils nous recontactent puis j'ai jamais ouvert le courriel. Je pensais que c'était des pubs. J'ai jamais ouvert le courriel. Puis là, puis là, on était trop dans le match. Je pense qu'on avait des événements à ce moment-là. Euh, Puis je l'ai complètement oublié. Puis un jour, je pense, une semaine après, je conduisais sur la route, puis j'ai reçu un appel.
Puis je suis comme, c'était un numéro inconnu. Là, j'ai décroché. Puis je suis comme, oui, allô? Et comme, bonjour, je m'appelle, je me rappelle plus du nom. Je suis la recherchiste dans l'œil du dragon. Vous avez rempli un formulaire. Là, je suis comme, oui. Comme, ben, on attend que vous répondiez au troisième courriel qu'on vous a envoyé parce que votre candidature a réellement été comme acceptée. Là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je dois faire? Excusez-moi, c'est-tu vraiment vrai? Genre, et comme, oui, oui, on est la recherche, je suis la recherchiste, puis votre candidature nous intéresse vraiment, on voudrait vraiment passer à la prochaine étape. Là, je suis comme, oh my God, là, j'ai stationné, j'ai raccroché avec elle, j'ai appelé Nour, qui est ma partenaire. Là, j'ai dit, écoute, Nour, c'est vraiment très rapide. Là. Je me suis inscrit dans un formulaire, ça fait une semaine. Puis là, j'ai expliqué. Puis là, j'ai dit, mais là, la fille vient de m'appeler. Comme je pense que c'est vraiment sérieux, là. Elle m'a appelé. Puis là, je l'ai envoyé à Nour. Là, Nour, elle a juste oublié de répondre. Elle a oublié de répondre au formulaire. C'est vraiment drôle, là. Genre, on s'est fait. C'est vraiment cave, là, pour excuse-moi du mot, là. Mais ensuite, on a oublié de leur répondre, de remplir le deuxième formulaire, puis ils nous ont texté après. Et comme, qu'est-ce que vous faites? On vous a contacté. Est-ce que vous voulez vraiment participer? Sinon, nous, on passe à autre chose. Je suis comme, OK, non. Ils nous ont appelés, puis là, ils nous ont texté. Là. Je suis comme, ça ne niaise pas. Là. Tu vas remplir tout de suite le formulaire. Elle a rempli le formulaire. Le lendemain matin, ils l'ont appelé pour passer la première entrevue. Donc là, elle a passé la première entrevue, puis la pauvre a été au courant de rien du tout. Là. C'était vraiment drôle. Elle était comme perdue un peu. Elle était comme, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 on est même pas prêt pour ça. Je suis comme, oui, je sais, je me suis dit la même chose, mais tu sais quoi? On y va. C'est pas grave. C'est là, là, on y va. Puis on a rempli la code. Puis j'avais un sentiment à l'intérieur de moi que ça allait marcher. Tu sais, des fois, t'as un genre de sentiment, puis t'es comme, je pense que ça va fonctionner. C'est vraiment de même que je me sentais à ce moment-là. Puis là, je suis comme, je pense qu'ils vont nous prendre, puis je pense qu'on va passer à l'émission. Hmm. Puis elle a fait la première entrevue au téléphone, puis ils lui ont dit que si elle était retenue, ben, ils allaient nous envoyer un lien pour passer l'entrevue en Teams. Puis ça, c'est l'entrevue en Teams. Il fallait que tu présentes ton projet comme si tu étais devant les dragons. OK. Il fallait que tu prépares ton pitch un peu, ce que tu voulais, puis tu sais, le pourcentage, le montant, expliquer un petit peu ta compagnie. Puis ça devait être fait en dedans de 3 minutes. Puis nous, à cette entrevue-là en Teams, ça a duré, je pense, 10 minutes. Ça n'a pas duré 3 minutes. On n'avait jamais pitché notre vie. On se perdait dans notre entrevue. On parlait du Japon. Après, on revenait vers les produits. Puis, en tout cas, c'était n'importe quoi, mais je pense qu'ils ont adoré les entrepreneurs derrière la compagnie. Puis, je pense juste avant Noël, ils nous ont contactés pour dire qu'on allait faire partie de l'émission dans les Durago. Et OK. ça a révolutionné, ça a tout changé notre vision de la compagnie. Là. On ne savait pas qu'on voulait grandir autant. Ben, j'aime vraiment la façon que tu l'as expliqué. Ben, j'ai eu justement un épisode dernièrement d'un entrepreneur qui aussi avait Ouais, participé à Rive Dragon, puis il me disait ouais, que juste d'avoir la chance de participer, choisi ou non par les dragons, ça change une business. Puis même lui, ouais, il disait qu'on y allait sans attendre. Puis je veux dire, ça a été fois 10, fois 100 là, les ouais, résultats que ça attendait aussi. Fait que je suis curieux aussi d'avoir ton avis. L'expérience de la télé, là, c'est pas juste une rencontre Teams, mais on est ouais. en avant de, tu sais, des gros entrepreneurs, on pitch son produit, puis on est à la télé aussi en même temps. Fait que tu sais, c'est pas juste les quatre, c'est les quatre, une audience. Fait que comment est-ce que le tout s'est passé? Ben, c'est ça. Nous, on était partis un petit peu du même principe que peu importe ce qui allait se passer à l'émission, on s'en foutait un peu. On était comme, on va passer à la télé, c'est de la publicité gratuite. Tout le Québec écoute ça. Euh, Why not? Let's go. On s'en fout. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme que ça soit négatif ou positif, les gens vont nous connaître, puis les gens vont nous essayer quand même. Puis je suis comme, let's go, on fait ça. Puis là, ensuite, pour la préparation, ça a été super compliqué, là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu es accompagné du début à la fin. Tu as un recherchiste qui est attitré. Puis cette recherchiste-là, ben, tu la rencontres une fois par semaine ou 2 semaines. Puis elle t'aide un peu à comme peaufiner un peu ton pitch. Qu'est-ce qui doit être dit, qu'est-ce qui ne doit pas être dit. Euh, est-ce que ton texte est trop long, il n'est pas assez long? Les mots que tu dois mettre,
tu dois mettre aussi dans ton pitch, tu sais, l'impact des mots aussi, ça fait une grosse, grosse différence, là. Tu sais, les mots que tu choisis pour pitcher, là, ça change absolument tout. Est-ce que ton pitch est assez long? Il n'est pas assez long? Vraiment, tu es vraiment accompagné du début à la fin. Puis pour vrai, un gros merci là, à la recherchiste qui s'appelle Sandrine, là, si jamais elle écoute le podcast. Ça a été comme une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Elle était là, présente avec nous. Elle donnait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Elle nous a vraiment aidés, là. Sans elle, je pense pas qu'on aurait pu pitcher de la même façon. Ah, c'est ça, ça Donc, fait vraiment comme une expérience, comme tu dis, sans attente, on remplit le formulaire, on exact. présume quasiment ne pas être choisi, puis hors de tout Ah, doute, on est pris, on s'en va à une émission, fait qu'il faut ouais, qu'on se prépare. exact. Puis on était dans le mindset de, tu sais quoi, rendu là, ben, on se prépare correctement. On était comme, même si ça marche pas, c'est pas grave, on le fait correctement. Tu sais. Puis c'est ça, par la suite, on a vraiment, je pense, c'était 3 mois après qu'on devait pas faire l'enregistrement. Donc, c'était super long, là. Oui, ça nous a donné du temps, mais en même temps, c'est super stressant aussi. C'est, nous, on a vécu un déménagement aussi entre-temps, parce qu'il a fallu qu'on déménage un petit peu plus proche de la ville, là, pour d'autres raisons, là, la famille et tout. Mais c'est stressant à tous les jours. Pendant 3 mois, tu sais que tu vas passer dans l'œil du dragon. Tu sais pas c'est comme, tu sais pas ce qui va se passer à partir de là. Est-ce que tu dois grossir? Tu dois avoir plus d'argent pour commander plus? Tu dois faire une meilleure structure de ton entreprise? Euh, Est-ce qu'il faut que tu fasses un développement de produit? Tu sais, c'était vraiment difficile. Puis entre-temps, on se tapait toutes les émissions dans l'œil du dragon du Québec, du Canada, de la France, puis Shark Tank aux États-Unis. Puis on voulait vraiment être prêt à 100%, malgré qu'on n'avait pas savoir qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Tu sais, c'est ça, parle-moi un petit peu de l'expérience aussi, tu sais, la préparation, 3 mois. Je veux dire, comme tu dis, personnellement, il peut se passer beaucoup de choses. Ouais, Professionnellement, il peut se passer beaucoup de choses. Et la exact. préparation aussi, de dire à l'émission, c'est quoi la retombée? Est-ce qu'on faut se préparer? Je veux dire, si on n'a pas assez de commandes, là, on tombe back-order, c'est pas une belle image. Bref, fait que, tu sais, là, il y a tout ça qui est en jeu. Puis là, arrive le jour de l'émission, tournage, comment que ça se passe, puis comment sont les retombées par la suite. Donc, c'est ça. Par la suite, c'était préparation, attente. Comme je t'ai dit, on déménageait, donc le stress, le cortisol était au top. Tu sais, ça vient aussi un peu pas altérer, mais tu sais, la fatigue aussi, quand ça prend le dessus, ben, des fois, tu as de la misère à pitcher parce que soit tu es trop fatigué, trop stressé non plus aussi. Donc, le jour du tournage, on est arrivé, on a préparé notre pitch, c'était déjà prêt. On devait répéter quand tu arrives dans les studios de Radio-Canada. Tu es avec plusieurs candidats aussi, puis c'est chacun son tour. Donc, tu vois le avant-après, surtout quand tu n'es pas le premier, tu vois le Mhm. avant-après des autres, là. Puis pour vrai, c'est tough. Parce qu'il y en a qui arrivent avec le sourire, puis qui ressortent comme complètement détruits, là. Puis OK. ça, ben, c'est difficile parce que tu dois réagir comme si ça devait pas t'affecter. C'est parce que si ça t'affecte, ben, ton 3 mois de travail, ben, il est détruit, là. Je comprends. Donc, encore une fois, la recherchiste elle nous a ramené sur le track et comme, oubliez ce qui se passe autour, préparez votre pitch. Tu devais préparer aussi tes installations, comment tu voulais que tes produits soient présentés. C'est quoi que tu allais faire goûter aux dragons aussi. Ça aussi, c'est super compliqué parce que tu dois faire goûter des produits que tu sais pas s'ils vont aimer ou ce qu'ils vont pas aimer. Tu sais, ça vient jouer un petit peu, ça rajoute du stress aussi. Puis nous, avec le matcha, c'est que une fois que le matcha est préparé, il ne doit pas rester trop longtemps en préparation. Nous, on a décidé de faire un matcha latte glacé. Puis si on le faisait trop d'avance, ben, l'eau allait, comme, ben, la glace allait fondre dans le verre, puis ça allait créer plus d'eau, donc moins de goût. Puis ça allait altérer complètement le goût du matcha, puis on voulait pas que ça arrive. Donc, il fallait comme timer, genre à quel moment à peu près, il fallait préparer nos affaires. Puis on avait genre une fenêtre de genre 3 minutes pour tout préparer. On a décidé de faire des fraises au matcha qu'on avait fait la veille aussi à la maison, avec des biscuits au matcha aussi. Donc, c'est ça, c'était vraiment très, très stressant. Puis rappelle-moi la question, excuse-moi, je me suis. En fait, après ça, c'était l'expérience aussi, puis la Ouais, retombée par la suite, parce que, tu sais, je veux dire, on rencontre des gros entrepreneurs, il y a la préparation comme de l'émission, mais après ça aussi, en arrière, il fallait penser aussi à la préparation de ouais, c'est l'aftermath. ça. C'est quoi qui arrive après? Est-ce que c'est un succès? Est-ce qu'on a plus de commandes, pas assez, etc., etc.?
C'est ça. Donc, dans le fond, quand tu passes devant les dragons, tu sais pas tout de suite si tu vas être diffusé ou non. Hmm. Donc, c'est ça qui est un petit peu. Puis, ce qui est bon aussi, c'est que la diffusion, c'est pas on the spot, c'est pas en live. Donc, il te donne un moment avant la diffusion. Je pense que c'était un 2 mois, si je me trompe pas. C'était un 2 mois, donc ça nous donnait le temps de nous préparer. Mais tu es toujours dans l'inconnu parce que si tu n'es pas diffusé, tout le stock de matchs que tu as commandé, tu fais quoi avec? S'il n'y a pas assez de ventes qui passent sur ton site Internet, tu stockes où? Tu comprends? Mhm. Tu dois te prendre un local pour stocker. L'argent que tu as investi, c'est de l'argent que tu n'as pas, que tu dois rembourser. Euh, donc, on savait vraiment pas, mais on a été super chanceux parce que au moment où on est passé devant les dragons, d'ailleurs, ça s'est super bien passé. Les dragons étaient vraiment comme, t'es tombé amoureux, là. Luc Poirier l'a dit sur le plateau. Il a dit, moi, je suis tombé amoureux de vous. Euh, Votre produit est extraordinaire. Puis les autres dragons aussi, là, on a eu quatre dragons qui voulaient embarquer. Un dragon qui nous a donné de l'aide, il était comme moi, je ne veux pas embarquer, mais je vais vous donner toute l'aide que vous avez besoin. Puis jusqu'à aujourd'hui, il nous donne de l'aide gratuitement, là, de l'accompagnement aussi. Non seulement les dragons avec qui on a signé, mais les autres aussi. Donc, on a été super chanceux. Puis on a su, je pense, c'était pas officiel, mais on savait qu'on allait être diffusé parce que une fois que le tournage était terminé, tellement ça s'est bien passé, on savait qu'on allait être diffusé. Donc à ce moment-là, les Dragons avec qui avaient décidé d'embarquer avec nous, ben ils nous ont prêté de l'argent. Et avec cet argent-là, ben on a pu comme faire du stock, commander du stock à l'avance. Donc je pense qu'on a été chanceux par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui le savent pas, je pense 10 jours avant. Puis nous, si ça avait été 10 jours avant, le match ne serait jamais arrivé. Exactement. Donc, on aurait été un petit peu. Ben, je t'expliquerai aussi ce qui s'est passé. Là. Ça n'a pas été super beau par la suite. Là. On a eu des problèmes aussi. Là. Mais c'est ça, on a été chanceux. On a eu l'argent, on a eu les fonds. On a eu même de l'aide de Luc Poirier aussi, qui nous a offert un local gratuitement où stocker notre marchandise. Wow. Donc, on a vraiment été choyés, là, des super bonnes personnes pour. Fait que ça a Donc, été, c'est ça, c'est ça. la préparation, je pense aussi, tu l'as dit, de se préparer le plus possible, Ouais. tous les scénarios possibles, qu'une fois qu'on arrive sur place, ben, je veux dire, ça coule d'eau douce parce que, je veux dire, on sait exactement, comme tous les scénarios, comment que ce Ouais. soit optimisé, là. Exactement. Puis il y a l'effet dragon aussi qu'il faut penser, parce que nous, on avait entendu parler de l'effet dragon. Tu sais, les recherchistes nous le disaient là, après l'émission, c'est malade mental, mais à quel point? Mhm. Tu sais pas à quel point comment les gens vont réagir à ton produit. Tu sais, oui, tu vas avoir des commandes, c'est sûr et certain, mais à quelle échelle? Est-ce qu'il va t'en falloir plus que ce que tu vas commander? Est-ce qu'il va t'en falloir moins? Euh, Tu encore un petit peu dans l'inconnu, puis c'est encore un petit peu stressant. Donc c'est ça, on a eu de l'aide. Ça s'est bien passé. Puis le jour de la diffusion de l'émission, ça a explosé, là. Ça a vraiment explosé. Je pense qu'en 2 heures, on avait déjà fait parce que nous, c'était la deuxième année que la compagnie opérait officiellement. Donc, la première année, on a eu un chiffre de 50 000 $ environ, même pas 50 000, on était proche là. En 2 heures post-émission, on les avait déjà fait. Wow. Donc, juste pour te donner une idée de l'ampleur de la chose, là, en 2 heures, je ne sais pas si ça se passe de même pour tout le monde, là, je ne sais pas exactement. C'est ça, mais je pense que tu sais, ton message, je veux dire, c'est un peu ça la difficulté de dire, Ouais, dépendamment comment on se prépare, dépendamment du résultat de la diffusion. Après ça, ce que j'en comprends, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas être diffusé non plus. Fait que, tu sais, exact. ça devient très difficile de se préparer, de dire c'est impossible de trouver un sweet spot non plus. Fait que je pense que ça fait partie aussi du monde entrepreneurial, de tu sais, Exact. faire face aux adversités, mais quand Ouais. même d'avoir un plan de match en conséquence de chacune des situations, là. Puis là, je ne sais pas si on avait mentionné, mais si on parle de quelle date environ ça fait de l'émission puis du lancement, là? L'émission, c'était en juin 2024.
juin 2024, on a été diffusé. C'est ça, c'était en juin 2024 officiellement. Puis on a su qu'on allait être diffusé 15 jours avant, mais on a eu des oui-dire qu'on allait diffuser là. Nous, on est parti avec l'idée qu'on allait diffuser no matter what. On s'est dit Mhm. que c'était la meilleure mentalité à avoir à ce moment-là. Tu te prépares, tu commandes ce que tu as besoin, tu préfères en avoir plus que moins. Comme ça, au moins, si tu en as plus, on se disait que la mentalité à avoir, c'était comme, OK, j'en ai plus, j'ai pas le choix de les vendre. Donc, ça allait comme nous donner un petit coup de boost pour aller vendre ce qu'on avait de trop. Donc, c'est ça, on a commandé plus, puis on est parti avec l'idée qu'on allait diffuser en juin 2024. Puis finalement, on a été diffusé. Puis comme je t'ai dit, 2 heures post-émission, même pas, je pense, on regardait l'émission, ça venait de commencer, puis les commandes rentraient déjà, là. C'était malade mental. Je pense on a eu 1000 commandes la première journée, là. Wow. Ouais. Puis on a manqué le match finalement. C'est On a ça, manqué. comme tu l'as dit, c'est impossible à prédire aussi en termes de Non, c'est ça. retombées, surtout que considérant un an plus tôt, le 50 000 presque que vous avez fait, vous l'avez fait en 1 heure. Fait que c'est de s'imaginer de dire, hey, on va faire fois 350 ou je ne sais pas combien plus de Ouais, revenus parce que ce qu'on a fait en 1 an, on va le faire en 1 heure. c'est C'est ça. quasiment impossible à s'imaginer de dire, ah oui, grâce à l'émission de télé, ce qu'on a fait dans l'année, on va le faire en 1 heure. Fait que, C'est ça. C'est vraiment fou. Mais écoute, on a eu des problèmes par la suite parce que finalement, il y a eu un problème avec la douane parce que c'est la première fois que notre entreprise commandait du matcha à aussi grande quantité. Donc, il a fallu d'autres permis que je ne savais pas qu'il fallait avoir. On a dû aller les chercher très rapidement auprès de la douane. On était encore nouveau avec l'import-export. Dans le monde de l'importation ici au Québec, il y a beaucoup de lois, là, il faut le savoir. Surtout sur les matières premières, c'est des matières qui viennent aussi de notre pays, de l'étranger. Le Canada est vraiment très strict là-dessus. Donc, ça nous a comme mis des bâtons un peu dans les roues. Puis par la suite, on recevait nos palettes, on les recevait avec DHL. Puis à ce moment-là, DHL est parti en grève pendant 2 semaines. hmm. Donc pendant 2 semaines, notre matcha était au port de Montréal. Puis ça, je sais pas si tu te rappelles la grosse affaire, là, la grosse grève de DHL au port de Montréal, puis il n'y avait rien du tout qui marchait. Ça, c'est passé à la télé, là. C'était huge, là, pour vrai. Puis pression de la part des clients. Et on recevait des centaines de courriels par jour. Il est où mon matcha? J'ai commandé à l'émission. Qu'est-ce qui se passe? On recevait des commentaires négatifs aussi, là. Ça joue là, sur le moral, là. Veux pas. Si tu te couches le soir puis tu repenses à tout, puis là, t'es comme. C'est stressant, là. On dormait pas pendant 2, 3 semaines, là. C'était l'enfer pour vrai, là. Tu sais, ça a beau être beau, là, t'as fait des beaux chiffres d'affaires, mais les gens ne voient pas ce qu'il y a derrière. Si Non, on en parlait tantôt, les gens pensent que c'est toujours tout beau de faire de l'argent, mais plus tu fais d'argent, plus tu as de problèmes derrière. C'est ça qui est fou. C'est exactement ça ce qui se passait. Puis là, on a décidé, vu qu'il y avait trop de. Puis là, on avait fait nos calculs de combien on avait commandé, puis combien a été vendu, puis combien il allait manquer. Parce que si on a commandé, mais c'était déjà tout vendu. Mais c'était pas encore livré, mais il nous en fallait encore. Donc, ce qu'il fallait faire, la meilleure option qu'on a eu à faire, c'était mettre nos produits en précommande sur le site Internet. je comprends. Donc, on a comme tout laissé rentrer les commandes. Puis là, on a dû structurer, on a dû faire une espèce de structure de ce qui a été commandé, ce qu'il y avait comme stock, ce qui devait être attendu encore. Puis on a décidé de repasser notre commande. C'était l'enfer, là, pendant genre 1 mois, c'est le bordel. Fait qu'un peu, c'est ça, peu importe la quantité qu'on veut se préparer, je me répète encore peut-être, mais de s'imaginer de vendre ce qu'on a fait dans 1 année, 1 heure, puis après ça, de préparer, comme tu as dit, il faut les nouveaux permis, il faut attendre Ouais, la livraison, la production, des ouais, choses qui sont hors de notre contrôle, la grève, la gestion ouais, client. Fait on voit, encore une fois, comme le succès de l'émission. C'est un peu l'épisode d'aujourd'hui, c'est de mettre l'envers de la médaille, de dire oui, les dragons, ça a été hyper beau, hyper payant, ouais, mais comme ça a été quoi la réalité? La réalité, ça a été un franc succès, oui, mais ouais, comme
il arrive autre chose. C'est pas juste le résultat, on a des commandes, c'est beau, c'est le fun, mais il faut que les commandes soient préparées, livrées, la gestion des clients aussi. Puis là, par moi, peut-être que je fais un saut, mais de partir de là jusqu'à, on se ramène à aujourd'hui. Est-ce que ça a permis d'avoir des clients qui sont plus fidèles? Est-ce que ça nous a permis après ça d'avoir accès à d'autres distributeurs ou des magasins, etc.? Ouais, ben, à partir de ce moment-là, quand comme tout était fini, nos problèmes de douane et tout, on a pu, toutes les personnes ont été livrées, tout le monde a eu son matcha, tout le monde était content. On a eu beaucoup aussi de bannières qui nous ont contactés. Ils nous ont vu passer à l'émission, des acheteurs des bannières. On a décidé de se limiter là-dessus parce que vu que notre matcha était un petit peu plus dispendieux, puis on pouvait avoir des quantités un petit peu plus limitées, on a décidé d'attendre à ce moment-là. Donc, on a attendu à ce moment-là. On a été chanceux parce que les retours qu'on recevait de la part de nos clients, c'était le meilleur matcha qu'ils avaient goûté de leur vie. Ils allaient rester clients toute leur vie. D'autres clients qui ont quand même essayé, qui ont acheté notre matcha, puis qui voulaient comparer parce que, tu sais, notre matcha était un petit peu plus dispendieux que les autres sur le marché, là. Donc, les gens achetaient les deux matchas. Ils achetaient nous, puis ils achetaient une autre compagnie aussi. Puis là, ils goûtaient. Puis là, on recevait des feedbacks. Ah, j'ai essayé plusieurs compagnies. Vous êtes la meilleure. C'est où qu'on peut retrouver vos produits? Là, c'est ça. Là, ça a commencé à revenir souvent. C'est où qu'on peut retrouver vos produits? C'est où qu'on peut retrouver vos produits? C'est parce que quand tu commandes en ligne, tu as les frais de livraison, c'est un petit peu plus cher parce que tu as des frais aussi de tout ce qui est ton site Internet puis tout. Donc, tu dois rajouter un petit peu des frais sur tes prix. Donc, les gens voulaient l'avoir tout de suite aussi. Donc, ils Mhm. voulaient des places, ils voulaient beaucoup de places parce qu'ils allaient pouvoir trouver notre matcha. Puis, comme je t'ai dit au début, notre défi, c'était comme rendre notre matcha beaucoup plus accessible partout. Mais d'une façon, il fallait trouver une façon où que ça allait être très limité aussi en même temps. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'y aller avec seulement une bannière. Je comprends. Et là, on était en négociation avec cette bannière jusqu'à aujourd'hui. On va être listé bientôt dans plus de 100 IGA et Rachel Berry à travers le Québec. Donc, ça a été très long. Les négociations ont été super longues. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on rentre dans quelques semaines avec cette bannière-là. Puis malheureusement, pour l'instant, on a quelques points de vente à travers le Québec. Mais on s'est dit que ça allait être la meilleure façon que notre match soit disponible. Ouais, mais c'est un gros processus. Puis, je pense que il y a tout à gagner. Je veux dire, là, l'expérience, Ouais. puis ça a été un beau et gros parcours aussi. Mais je pense que c'est ça, c'est de mettre la transparence en avant vers tout ce parcours-là. Puis là, si tu me permets Exact. aussi, là, avez-vous un projet là, pour les 5 prochaines années jusqu'en 2030 ou là, on focus sur Sobeys, je présume aussi, peut-être tranquillement trouver autres points de vente? Ben, dans le fond, on veut voir aussi le retour de Sobase. On veut voir comment ça se passe. Est-ce que nos produits se vendent bien? On sait que nos produits, en général, se vendent très bien parce que il y a quelques points de vente parce que nos produits sont détaillés. On reçoit des commandes, là. Tu sais, ça roule. Mais là, notre but vraiment à moyen long terme, c'est voir c'est quoi le retour de Sobase. Puis par la suite, peut-être, on est en train de réfléchir, c'est de rendre notre matcha beaucoup plus accessible dans un développement. Là, je ne peux pas trop en parler, mais c'est dans un nouveau développement de produit. On voudrait développer un autre produit qui restera toujours le matcha, là, mais on a pensé à quelque chose de beaucoup plus accessible. Pas au niveau, pas au niveau du montant, mais au niveau du temps que les gens vont prendre pour faire leur matcha. Excuse-moi. Non, c'est bon. Ben, j'aime beaucoup ton explication aussi. Puis là, Ouais. j'aimerais trancher un peu. Là, j'aime bien toujours conclure un peu sur le même concept. On a parlé beaucoup de l'histoire de Ouais. Youssef, la compagnie Matcha aussi. Mais s'il y Ouais. aurait un truc pour les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui ou que les gens qui veulent se lancer en affaires, ça a été quoi, du moins, ta leçon jusqu'à présent à retenir? Moi, déjà, je suis pas le meilleur là, pour le genre de conseils, parce que moi, je suis un gars qui fonce beaucoup dans la vie. OK? Moi, j'aime ça foncer la tête baissée. Puis je suis chanceux d'avoir une partenaire de vie et dans la compagnie qui a vraiment plus de recul que moi. Donc, Hmm. c'est une personne qui me tire un petit peu plus vers l'arrière. Mais ce que j'ai appris les dernières années, c'est que faut pas avoir peur de foncer. Parce que si tu penses
aux défis déjà qui vont t'attendre de l'autre côté, ça va te ralentir. Ça va te ralentir. Puis pour vrai, là, je suis vraiment honnête avec toi, puis je le dis toujours, si j'avais su tous les défis que j'ai vécus, ça m'aurait tellement ralenti, je pense que ça se peut que je ne même pas parti le projet, là. Tu sais, Hmm. parce que ça fait peur pour vrai. Puis il faut juste, dans le fond, il faut juste que tu fonces, puis que tu n'aies pas peur, que tu aies des nerfs d'acier. Toujours des risques calculés aussi. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Moi, je pense qu'il faut que tu accélères puis que tu règles. Tu sais, tu accélères, tu avances parce que je me dis toujours que quelqu'un va le faire à ta place si tu le fais pas. Donc, tu t'arranges pour le faire plus rapidement, tu ajustes. Donc, tu accélères encore, tu rajustes. Tu accélères, tu rajustes. Puis je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que aujourd'hui, on vit dans une société où est-ce que ça va super vite là, avec les réseaux. Puis là, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi qui est en train d'accélérer les choses fois 3000, je pense. Puis, je pense qu'il faut que tu ailles plus vite que les autres. Puis rendu là, ben, va vite, mais tu règles par la suite sur la route, là. Je pense que c'est la meilleure chose à faire aujourd'hui, là. Non, je pense que c'est très C'est bien ça. dit aussi de vraiment Ouais. focuser sur la croissance, avancer. Le dicton anglophone qui est Money, Love, Speed, mais Ouais. pour un entrepreneur aussi, c'est la vitesse d'exécution, Ouais. des risques calculés. Après ça, on s'ajuste puis on continue à foncer, là. Exactement. Puis une dernière chose à dire aussi, c'est qu'il faut arrêter de suivre aussi les tendances, les trends de tout le monde veut devenir entrepreneur sur les réseaux, les réussites. Tu sais, on voit beaucoup les réussites sur les réseaux puis tout, mais on voit pas les échecs des gens. Puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus d'échecs que de réussites, contrairement à ce qu'on voit sur les réseaux, là. Puis il y a beaucoup de gens qui échouent. Moi, j'en ai connu aussi beaucoup de gens qui échouaient. Donc, assurez-vous de faire quelque chose que vous aimez. Puis assurez-vous aussi d'avoir de la résilience aussi, parce que c'est vraiment pas un parcours facile, là. Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent là, pour vrai, là. Puis, tu sais, moi, j'ai des excellents exemples de réussite là, autour de moi, là, mais je sais qu'ils l'ont pas eu facile non plus. Puis c'est des gens vraiment qui se comptent sur le doigt d'une main, là. Donc, c'est ça. Exact. Ben, merci Ouais. beaucoup, là, Youssef, du partage. C'est super apprécié, mais je pense que ça Ça met fait le doigt plaisir. sur la réalité là, de l'entrepreneurship. Fait que merci à tous pour votre écoute. On Merci. se dit dans un prochain épisode. Merci beaucoup. Salut. Ciao.